Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, d'abord dans le Nord Kivu, les FARDC ont dénoncé ce jeudi la violation de la trêve humanitaire par les terroristes de RDF qui ont lancé des assauts contre leur position vers Kichanga. Et on ira au Sénat où le règlement intérieur est enfin adopté. La Chambre haute du Parlement fait partie des institutions canards boiteux de cette 4e République. Les élections du bureau définitif se font toujours attendre. Et dans le monde, l'OTAN fête ce jeudi ses 75 ans d'existence. Un sommet aux allures de test pour Joe Biden, alors que le président français est aussi dans la tourmente en raison des déconvenues qu'a subi son parti lors des récentes législatives. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. D'abord au Sénat, le règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement a été enfin adopté mercredi lors d'une séance plénière. À la suite de cette adoption, ce dernier sera soumis après révision à la Cour constitutionnelle pour évaluation de sa conformité avec la Constitution, bien évidemment. Au cours de la plénière dirigée par le président du bureau provisoire, Pascal Kinduelo, le Sénat a adopté à l'unanimité les projets du règlement intérieur de la 4e législature de la 3e République. Après la séance plénière du vendredi 28 juin dernier, au cours de laquelle la plénière a déclaré recevable ce règlement intérieur composé de 309 articles, 40 ont subi des amendements avant l'adoption de l'ensemble du texte. Plusieurs modifications et innovations ont eu lieu comparativement au règlement intérieur de la législature passée, notamment la problématique de la présentation de l'autorisation des sorties par un sénateur qui voyage. Sur ce, la plénière a préconisé que les sénateurs qui voyagent soient exemptés de la demande d'autorisation des sorties par les services de sécurité. En outre, en termes d'innovation, la plénière a également adopté la disposition des 2 assistants pour chaque sénateur, autres que les membres du bureau, dont un sera en permanence en province pour faire part de la situation. Dans le même chapitre, la plénière a également adopté l'article conditionnant l'accès au sein du Palais du Peuple, siège du Parlement, par les ports d'un badge identifiant chaque personne qui y entre. Il convient de noter qu'après son adoption, ce texte sera envoyé à la Cour constitutionnelle pour l'appréciation de sa conformité à la Constitution de la RDC par la Haute Cour. Et toujours au Sénat, le président Pascal Kinduelo Lumbu a reçu hier dans son bureau un groupe de sénateurs français conduit par Guillaume Chevrollier, président du groupe d'amitié France-Afrique centrale. Ils ont échangé sur la coopération devant exister entre ces 2 institutions parlementaires. Se confiant à la presse au sortir de leur audience, Guillaume Chevrollier se dit satisfait de cette visite de courtoisie et a indiqué que cette visite rentrait plutôt dans le cadre du renforcement des liens d'amitié entre les 2 pays respectifs. Bien sûr, nous sommes la délégation sénatoriale française, composée de 4 sénateurs, et nous venons d'avoir une audience avec le président du Sénat pour parler de la coopération entre le Sénat congolais et le Sénat français. Bien sûr, on a abordé l'actualité du Congo, la situation au nord-est du pays, bien sûr, et aussi les sujets de développement, de décentralisation, des sujets qui sont importants pour les sénateurs. Nous avons également abordé le sujet des institutions et de l'importance dans le processus démocratique d'avoir 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Non. Si nous sommes présents, c'est que nous sommes attachés à la relation entre la France et le Congo. Il y a un groupe d'amitié parlementaire très important au Sénat français qui s'intéresse à l'Afrique centrale et à la République démocratique du Congo en particulier. Donc on veut vraiment faire vivre cette relation et on a séjourné ici pour renforcer ce lien, pour régénérer ce lien et pour défendre aussi la francophonie dans le monde. C'est le plus grand pays francophone et on souhaite
Et puis le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, a offert hier mercredi un bus aux agents de son ministère. Le numéro 1 de garde des Sceaux a demandé au secrétaire général à la Justice d'en faire bon usage. C'était la satisfaction totale du personnel de ce ministère. C'est autour des 15 heures que le patron de la justice congolaise, Constant Moutamba, a remis les clés de ses bus aux mains du secrétaire général à la justice pour les agents et cadres de son ministère. Le numéro 1 de garde des Sceaux a à cette occasion demandé au SG à la justice d'en faire bon usage. Dans moins d'un mois, Constant Moutamba a décidé de se mobiliser sans fonds de l'État d'offrir ses bus des 63 chaises. Après l'état des lieux, je me suis rendu compte que vous aviez un problème de mobilité qui handicapait l'élan du travail qui devait être fait par vous. Et c'est pourquoi, moins d'un mois, j'ai décidé de vous offrir ce bus pour que mes agents ne souffrent plus de problèmes de mobilité. Ceux qui sont à Tchang, ceux qui sont vers Upen, ceux qui sont vers Pompage et bien d'autres axes doivent être à même de nous retrouver ou de se retrouver ici à l'heure. Je voudrais que vous puissiez faire bon usage de ce bus. Amoureux du travail, le patron de la justice a aussi rappelé aux agents et cadres de son ministère, je cite, « Le peuple congolais attend de nous des résultats et non des discours. Dorénavant, vous devriez prendre soin de ces différents matériels que nous mettons à votre disposition. Cette dotation est une satisfaction totale de la part du personnel du ministère. » Notre sentiment, c'est juste un sentiment de joie. Et nous avons eu un ministre concret. Je pense déjà, à mon humble avis, que dans peu de temps, dans les 90 jours, avec M. Constant Moutamba, il y aura bel et bien les changements en ce qui concerne la justice de notre pays. C'est vraiment, pour moi, ça fait plus de 30 ans que je suis ici, mais je n'ai jamais vu un tel ministre qui a un cœur avec tous ces agents. À noter que le ministre Constant Moutamba a par ailleurs dit dans ses mots que dans les semaines qui suivent, les agents de garde des Sceaux vont devoir travailler dans des conditions humaines possibles. Ils ont pris d'assaut les rues d'Ouvira au sud Kivu pour dire non à l'injustice dont est victime, selon eux, leur notable François Roubota, arrêté il y a peu suite au dossier d'achat des forages. La population a manifesté pacifiquement pour demander sa libération provisoire en attendant le retour de l'ex-ministre des Finances. Un mémorandum a été déposé à cette occasion. Écriteau et Calico en main avec un message bien clair, la population d'Ouvira a manifesté pour exiger la libération du ministre honoraire du développement rural François Roubota, actuellement en détention au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison de Makala, suite au dossier des surfacturations des forages et lampadaires. Ces manifestants demandent au procureur de libérer leur leader qu'ils considèrent comme étant un innocent puisque n'ayant pas pris part à la signature du contrat. Dans la logique de la continuité des services publics de l'État, François Roubota n'a fait qu'exécuter un dossier qui était déjà en cours, enclenché par son prédécesseur. Débuté au rond-point Kavimvira, cette marche a connu comme point de chute la mairie d'Ouvira où un mémorandum a été déposé. Excellence, Monsieur le Président, la population d'Ouvira déplore l'injustice et l'inégalité dont notre fils notable François Roubota, ministre honoraire du développement rural, est victime pendant que son collègue ex-ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, a été autorisé de quitter le pays sans être attendu par les services judiciaires, pourtant tous accusés au détournement des fonds alloués au forage et à la padeur. Excellence, Monsieur le Président, sachant que la responsabilité pénale est individuelle et nul ne peut être poursuivi, arrêté et détenu ou condamné pour le fait d'autrui, c'est pourquoi nous sollicitons votre implication dans ce dossier en qualité de chef de l'État et garant de la nation, en fait d'obtenir la liberté provisoire de notre fils notable François Roubota en attendant le retour de son co-accusé, M. Nicolas Kazadi. Ces manifestants n'entendent pas du tout baisser les bras et projettent des nouvelles manifestations publiques jusqu'à la libération de leurs frères.
Pour rappel, François Robota a été mappé depuis le 27 juin 2024. Avec lui, l'entrepreneur Mike Kasenga de l'entreprise Stever Construct. Cité également dans cette affaire, l'ex-ministre des Finances demeure quant à lui en liberté et séjourne en France pour des soins médicaux. Alors que plusieurs cadres du parti Union pour la démocratie et le progrès social, Tshisekedi, s'en prennent au secrétaire général du parti Augustin Kabouya, Idrissa Mangala, candidat à la présidence du Sénat, est sorti de son silence pour le défendre. L'ancien gouverneur du Maniema exhorte tous les cadres à se référer au texte du parti. Je vous propose de le suivre dans ce propos recueilli par Jeannot Moujanaï. Nous ne pouvons pas humilier notre parti jusqu'à ce niveau. Pire, ce que honorable Eteni a fait. La violation flagrante de nos statuts. Il n'appartient pas à un groupe d'individus de s'arroger le pouvoir, de suspendre les activités du parti parce que le secrétaire général a quelques erreurs. Non. Et lui, ce qu'il vient de faire, c'est plus pire plus que le secrétaire général. Il a quel pouvoir de dire que non, dès aujourd'hui, on arrête les activités du parti. Dès aujourd'hui, que personne ne cotise plus au parti. Dès aujourd'hui, que personne... Et d'ici là, nous allons convoquer le congrès. Ce n'est pas à lui de convoquer le congrès. Nous avons des structures formelles du parti. La Ligue des jeunes, la présidence du parti, la Ligue des femmes, la CDP, la Convention démocratique, ainsi que les fédéraux. S'il y a un problème qui se pose au sein du parti, nous avons la CDP, qui est l'organe habilité, qui regroupe presque toutes les structures formelles du parti, et c'est au niveau de la CDP qu'on devait traiter toutes les affaires en interne, pas exposer nos défauts à l'extérieur. Ça, c'est montrer à suffisance qu'on n'aide pas les chefs de l'État, on est en train de combattre les chefs de l'État indirectement. Tenez, le secrétaire général n'est pas l'émanation du Congrès. C'est là où les gens oublient. Le secrétaire général est l'émanation de la présidence du parti. C'est-à-dire, si une fois on tient le congrès, il faut élire un nouveau président. Et le président, une fois installé, il va nommer maintenant un nouveau secrétaire général. Mais maintenant, on convoque le congrès pour statuer le cas du secrétaire général. Ça c'est faux. On convoque le congrès pour statuer le cas du président du parti. Or, le congrès d'Ngandayala avait reconduit son Excellence Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Or, le président de la République actuelle est en incompatibilité d'exercer les fonctions de président du parti parce qu'il est président de la République. On va parler à présent de la situation sécuritaire de part et d'autre en RDC, mais d'abord au Kwilu, où les éléments de la milice Mobondo semblent refaire surface. Hier mercredi à Kinsele, des violents combats ont proposé ces insurgés à l'armée nationale. C'est ce que révèlent les députés provinciaux élus de Kwamouth, David Bissaka. Depuis cet après-midi à Kinsele, la psychose était généralisée. Les Mobondo avaient attaqué la position des militaires à Au revoir Maluku, la rivière Douami qui sépare Kinshasa et la province du Mai-Ndombe. Les militaires de Kinsele ont réagi activement. Ils ont repoussé les Mobondo jusqu'à leur dernière demeure. Un homme en uniforme s'est gravement blessé. Il y a ceux qui pleurent, il y a ceux qui veulent quitter les lieux, mais ils ne savent pas par quelle direction commencer leur voyage. C'est compliqué, je vous dis. Les FARDC ont mis en déroute les Mobondo et maintenant là, il n'y a aucun Mobondo à Kinsele. Tous sont déjà à la forêt. Les militaires continuent à les pourchasser. La psychose continue, messieurs les journalistes. Nous avons demandé à l'État congolais de pacifier les terrains avant de demander aux gens de rentrer. Mais malheureusement, les gens, avec tout ce qui se passe à Kinshasa là-bas, ils sont rentrés au village. Voilà, ils sont tombés.
Et je le disais au sommaire, c'est la première violation de la trêve humanitaire documentée. Les FARDC ont dénoncé les assauts lancés par l'armée rwandaise contre ses positions et contre celles de ses partenaires à Kichanga précisément. Pour l'armée congolaise, cette attitude belliqueuse empêche les déplacés de bénéficier de l'aide humanitaire. Le communiqué des FARDC est lu ici par le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, porte-parole de l'armée dans le Nord Kivu. Les terroristes du Rwanda Defense Force ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 du mercredi 10 juillet 2024 sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Nyange Empati, situé à 80 km en profondeur à l'ouest de Kichanga, groupement Bachali Mokoto, et ce, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis d'Amérique. Il s'en est suivi un déplacement massif des populations qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causer une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord Kivu. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie le non-respect par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse, légendaire, à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces, en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire. Et puis la délégation de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa est à Alexandrie en Égypte. Arrivés dans la matinée, les stagiaires de la 7e promotion de l'ESAM ont visité la base navale de cette ville qui s'étend le long de la côte de la mer Méditerranée dans le cadre de leur voyage d'études. نعرب عن تقديرنا البالغ للعلاقات التاريخية التي تجمع مصر وشعبها مع الكونغو الديمقراطية. Alexandrie, deuxième ville d'Égypte, a accueilli mardi 10 juillet 2024 la délégation de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa, grâce à la coopération voulue par le président Félix Tshisekedi de la RDC et le président Abdel Fattah al-Sisi de la République arabe d'Égypte. Arrivés dans la matinée, les stagiaires de la 7e promotion de l'ESAM, conduits par le général de brigade Kakenza Jean-Claude, ont eu droit à une visite à la base navale de cette ville qui s'étend le long de la côte de la mer Méditerranée, dans le cadre de leur voyage d'études. À cette occasion, ils ont effectué une série de visites guidées qui les a conduits d'abord dans le bateau de guerre NS Bernice 1003 FJ et NS Noah Al-Sadat L1020. Des explications claires sur les missions, la capacité d'accueil, le soutien logistique et autres de ces bateaux porte-hélicoptères ont été fournis aux stagiaires par le commandant de la force navale, l'amiral Achaf Brahim. Par la même occasion, les stagiaires de l'ESAM ont visité l'arsenal naval de cette base. De retour au Caire, l'Académie pour les études supérieures militaires et stratégiques était la prochaine étape ce mercredi 10 juillet 2024 de la délégation de l'école supérieure d'administration militaire, tout en saluant la coopération militaire entre l'Égypte et la République démocratique du Congo. Le général de division Ahmed Mahmoud a fait découvrir à ses hôtes son établissement qui regorge l'école des commandements et d'état-major, l'école supérieure de guerre, l'école nationale de défense de l'Académie militaire pour des études supérieures et stratégiques. Les stagiaires de l'ESAM se sont rendus à l'Organisation arabe pour l'industrialisation. Celle-ci comprend une usine aéronautique et fournit de vecteurs aériens à l'armée égyptienne. Et en off et en image seulement, l'ambassadeur de la RDC au Kenya, John Nyakiru Kalunga, a regagné son poste à Nairobi après avoir été rappelé il y a plusieurs mois en raison des tensions accumulées entre Nairobi et Kinshasa. Il a été rappelé après ce que Kinshasa a appelé d'inaction du Kenya après la création par Corneille Nangaa de son mouvement rebelle dénommé Alliance Fleuve Congo à Nairobi.
Au Mali, les autorités du pays autorisent à nouveau les activités des partis politiques et des associations à caractère politique. Le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, avait décrété en avril la suspension en accusant les partis de discussion stérile et de subversion, évoquant par ailleurs le danger que les activités des partis faisaient peser sur le dialogue national en cours et sur l'avenir politique du Mali. En politique toujours, cette fois en politique mondiale, Emmanuel Macron en mode furtif au sommet de l'OTAN. Macron discret, sommet test pour Joe Biden. L'OTAN n'est pas au mieux de sa forme en ses 75 ans d'existence. Les médias du monde sont revenus essentiellement sur l'affaiblissement de deux grands leaders de l'organisation du traité de l'Atlantique du Nord, le président français ainsi que le président des États-Unis d'Amérique. Mais le sujet le plus attendu, c'est notamment l'aide à apporter à l'Ukraine. Commentaire de Benjamin Moudiata. Fêtant ses 75 ans d'existence, l'OTAN reste encore cette organisation qui fait parler d'elle, avec ses 32 membres depuis l'entrée de la Suède et de la Finlande, mais mise au défi de la guerre en Ukraine face à la Russie de Vladimir Poutine, au Proche-Orient et des tensions en Indo-Pacifique. À Washington, du 9 au 11 juillet, c'est un sommet qui intervient dans un contexte marqué par des difficultés de l'Ukraine face à la Russie, mais aussi des incertitudes liées entre autres à l'avenir de l'OTAN. Dans son discours, le président américain Joe Biden a mis l'accent sur la situation en Ukraine. Kiev va recevoir 5 batteries antiaériennes supplémentaires réclamées par Volodymyr Zelensky, présent lui-même à Washington. Mais les inquiétudes de voir sombrer l'avenir de l'OTAN et surtout dans la guerre en Ukraine sont soulevées par plusieurs analystes. D'un côté, Emmanuel Macron, le président français, grand défenseur de l'autonomie stratégique de l'Europe, qui arrive au sommet fragilisé par l'incertitude politique dans son pays, depuis les législatives qui ont plongé la France dans l'inconnu. De l'autre, Joe Biden, le président américain, qui vit ces derniers temps sous le feu des critiques depuis sa prestation inquiétante lors de son débat télévisé face à Donald Trump, au cours duquel il était apparu emprunté et hésitant, de quoi faire grandir les inquiétudes sur son état de santé et sur les poids de son âge. À quel futur s'attendre à l'OTAN face à la guerre en Ukraine, qui est loin de dire son dernier mot, et les grosses têtes de l'organisation qui peinent à se tenir debout face à Vladimir Poutine qui aboie? Plus des questions que des réponses, l'avenir nous en dira plus. Place au rappel des titres à présent. Dans le Nord Kivu, les FARDC ont dénoncé ce jeudi la violation de la trêve humanitaire par les terroristes des RDF qui ont lancé des assauts contre leur position vers Kichanga. Les forces armées de la RDC ont dénoncé l'attitude belliqueuse du Rwanda. Et au Sénat, le règlement intérieur est enfin adopté. La Chambre haute du Parlement fait partie des institutions canards boiteux de cette 4e République. L'élection du bureau définitif se fait toujours attendre. Et l'OTAN fête ce jeudi ses 75 ans d'existence. Un sommet aux allures de test pour Joe Biden, alors que le président français est aussi dans la tourmente en raison des déconvenues qu'a subi son parti lors des récentes législatives. On va rester ensemble, madame, messieurs, cette fois pour la revue de presse. Et la lecture des journaux se fera avec Moïse Chamala, qui doit être là. Moïse Chamala qui me rejoint pour la revue de presse. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan Koumba-Moranzi et bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. D'abord, à l'école des guerres, Judith Souminois a remis les brevets aux lauréats de la 4e promotion. Tout justement, Gaëtan Koumba-Moranzi, ça s'est passé hier à Kinshasa. Gaëtan, la première ministre Judith Souminois, a présidé cette cérémonie de remise des brevets. Eh bien, Gaëtan Koumba-Moranzi, à la une du quotidien Forum des As, il est écrit clôture de la 4e promotion de l'école des guerres de Kinshasa. Souminois Toulouka assure
plutôt assurée de la montée en puissance des FARDC. Gaëtan Koumba-Bouronzi, la première ministre Judith Suminwa, représentante personnelle du chef de l'État Félix Tshisekedi, a présidé hier mercredi 10 juillet au centre supérieur militaire dans la commune de Galema la cérémonie de remise des brevets aux 25 lauréats de la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Le gouvernement congolais poursuit sans désemparer sa politique du renforcement et de l'amélioration des capacités des FARDC au nombre des militaires brevetés à l'issue de cette session qui ont reçu leur brevet des mains de la chef du gouvernement. On compte 13 Congolais et 12 étrangers originaires de la Belgique, du Centre-Afrique, de la République du Congo et du Togo. Gaëtan, ces sujets est également abordé par les médias. ACP, mais de ce côté, on met plus l'emphase sur le renforcement des capacités. Les officiers militaires de la 4e promotion de l'école des guerres de Kinshasa en République démocratique du Congo sont appelés mercredi à défendre la patrie lors de la clôture d'une formation tenue au centre supérieur dans l'ouest de la capitale. Par ailleurs, le vice-premier ministre Guy Modianvita a encouragé tous les encadreurs et professeurs. À l'Assemblée nationale, le bureau active la diplomatie parlementaire pendant la période des vacances. Tout justement, Gaëtan Koumba-Bouronzi, après la prise des Kanyabayonga, le sujet de l'insécurité à l'Est a été mené jusqu'au niveau du Canada. Gaëtan, à la une de la prospérité, il est écrit Assemblée nationale, les bureaux met à profit la période des vacances pour activer la diplomatie. Au centre des démarches entamé par les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Chilumbaï, et les rapporteurs Jacques Joly en Afrique du Sud, et puis à Montréal sur instruction du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. L'agression rwandaise à l'est de la RDC est au rendez-vous. Cette dénonciation est portée par les présidents de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, depuis ce lundi 8 juillet jusqu'au mardi 9 juillet. Gaëtan, du haut de la tribune de l'Assemblée parlementaire francophone, dont les travaux préparatoires se tiennent en Montréal depuis le 5 juillet dernier. Actualité.cd nous en dit un peu plus. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a vanté dans son discours à cette session la vocation de la RDC, pays au cœur de l'Afrique, à même décréer un espace de prospérité commune, ainsi pour jouer son rôle naturel des locomotives de la renaissance africaine. Les pays est ébranlé par l'insécurité qui lui impose ses voisins, les Rwanda et l'Ouganda, sous couvert du M23. Gaëtan, mais Kamerhe estime qu'une fois que la RDC retrouve sa paix, elle n'avancera pas seule, mais avec les autres pays africains dans sa marche vers le développement au nom de la solidarité. Lutte contre l'insalubrité dans la capitale, Daniel Bumba compte lancer l'opération Coup de poing. Kin Label ou Kin Poubelle, on ne sait plus à quel sens c'est voué, mais plutôt à l'initiative du gouverneur est quand même allouée à la une du média 7 sur 7. Il est écrit Kinshasa, Daniel Bumba va bientôt lancer l'opération Coup de poing pour nettoyer la ville de Kinshasa. Gaëtan Koumba-Bouronzi, il a fait cette demande. C'est mercredi 10 juillet 2024 à Kinshasa lors de sa réception par la ministre des Affaires foncières Acacia Bandoubola. Selon une dépêche de ce ministère, le chef de l'exécutif provincial a besoin d'un endroit qui servira de décharge publique, car cette opération a pour objectif nettoyer la capitale congolaise de tous les déchets. Pour sa part, ajoute la même source, la ministre des Affaires foncières Acacia Bandoubola a promis d'accompagner cette opération avec force et de s'impliquer pour trouver des solutions pérennes. On va terminer aux États-Unis. Moïse Chamala, la candidature de Joe Biden sous pression avant la fameuse conférence de presse de ce jeudi. Après son dernier face-à-face avec Donald Trump, Gaëtan Koumba-Bouronzi, Joe Biden perd peu à peu de vitesse
pendant cette période électorale. La campagne présidentielle, ce sujet est abordé par les médias français. RFI à sa une, États-Unis, la candidature de Joe Biden sous pression avant une conférence de presse décisive. Gaëtan, la campagne présidentielle aux États-Unis et les difficultés de Joe Biden à convaincre son propre camp de sa capacité à aller au bout de sa candidature font couler beaucoup d'encre. Malgré les efforts de Joe Biden, les doutes et les appels à laisser la place se font de plus en plus entendre. Le président américain doit tenir, c'est jeudi soir, une conférence de presse aux allures des crashs et s'approche depuis sa mauvaise performance face à son rival Donald Trump. De nombreux électeurs, responsables, démocrates ou donateurs s'interrogent sur la capacité de Joe Biden à bien mener une campagne. Merci beaucoup Moïse Chamara pour cette lecture. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Kouloboronzi. C'est donc par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous également, madame, monsieur, de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.